Vous saviez, vous, qu'une partie du cœur de Rome est propriété de la France? Et pas la plus moche. Déjà que mes amis italiens disent qu'on a volé la Joconde. Non mais là, il s'agit de 5 églises et des immeubles autour. Et pour m'aider à faire la lumière sur ce fait historique impensable, direction l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, Villa Bonaparte, où je vais rencontrer un conseiller de l'ambassade qui va tout m'expliquer. Louis, est-ce que c'est vrai que la France possède 5 églises à Rome ? Oui, tout à fait. La France est une des nations qui a le plus d'églises nationales à Rome. Elle en a 5. Saint-Louis des Français, qui est très connu dans le centre-ville, à côté de la place Navone, avec ses Caravages que viennent admirer tant de touristes. La Trinité des Monts, qui est une autre aussi figure emblématique de Rome. Celle-là, elle est très célèbre parce qu'elle est majestueuse, avec ses 2 campaniles, son obélisque devant, elle qui est tout en haut du grand escalier de la place d'Espagne. Il n'y a pas plus central. Et puis 3 églises très belles, moins connues. Saint-Nicolas des Lorrains, à côté de la place Navone aussi, de l'autre côté. Elle est toute petite. Elle est mignonne, Saint-Nicolas des Lorrains. Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne, près de la Via del Corso. Et enfin, Saint-Yves des Bretons, juste à côté là aussi de Saint-Louis des Français. Là, il y a l'hermine bretonne. Et là, on ne peut pas se tromper. Sur ce médaillon, il y a écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Elle est mignonnette en plus. Alors, comment ça se fait ? Pourquoi diable on a gardé 5 églises au lieu d'une ? C'est l'histoire qui a agrégé petit à petit des nations, comme on disait autrefois, à la France. Et du coup, les églises qui correspondaient à ces nations ont rejoint le patrimoine français. Ce que moi, qui m'a surprise, c'est que j'ai l'impression que la France a toujours été la France. Une et indivisible, mais pas du tout. Non, pas du tout. La France était doublement différente de la France qu'on connaît aujourd'hui. D'abord, le roi de France ne possédait qu'une toute petite partie du territoire sous son administration directe et pendant très longtemps, une grande partie du territoire relevait de grands féodaux dont il était le suzerain, mais il ne gouvernait pas directement leur territoire. Et d'autres territoires n'étaient pas rattachés à la France et donc pendant longtemps ont eu une autonomie, alors selon des formes très diverses, mais qui fait que quand ils arrivaient à Rome, ils ne considérés pas relever de l'église des Français, mais plutôt de l'église des Lorrains, de l'église des Bretons, de l'église des Francs-Comtois. Et évidemment, quand ces provinces ont été totalement, complètement unies à la France, eh bien, on a gardé les églises de ces anciennes nations, de ce qui était devenu des provinces. Elles sont toutes passées sous le patronage du roi de France et donc sous la présidence de l'ambassadeur de France auprès du pape, auprès du Saint-Siège, mais en restant différentes. Mais alors du coup, si on pousse la logique un peu plus loin, pourquoi du coup il y en a 3, ces 3 Lorrain, Bretagne, Bourgogne, et pas en plus l'Anjou, le je sais pas quoi, pourquoi pas une par région ? Oui, mais il y en a eu d'autres qui ont disparu. Il y avait par exemple une église qui s'appelait Saint-Denis aux 4 nations. Donc là, c'était 4 nations différentes qui s'étaient agrégées pour avoir leur église. Et d'ailleurs, au début, les Lorrains, ils étaient dans cette confrérie-là, et puis après, pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, ils ont préféré avoir leur église à eux. D'ailleurs, il faut voir que les autres États, qui ont peut-être moins varié dans leur dimension, ont eu aussi ce type de pieux établissements, de fondations pieuses. Donc l'Espagne a des établissements assez comparables, mais a une seule église nationale. Le Portugal également, avec une seule église nationale. Et puis vous avez tout un tas d'autres églises qui n'ont pas tout à fait le même statut, mais qui correspondent à un État pour l'Allemagne, la Croatie, etc., etc. Alors c'est drôle parce que de l'église allemande, on se tourne et on est en France. Saint-Nicolas des Lorrains. Elle est dans cette petite rue, Via di Santa Maria dell'Anima. Quand même, imaginez qu'à l'époque, l'accueil des pèlerins, il était un peu différent. Il ne devait pas y avoir tout ça. En fait, plus le christianisme a attiré des fidèles au fil des siècles, et plus les pèlerins sont venus à Rome. Là où Pierre, qui est Pierre, sur cette pierre, a construit son église à Jésus. Et c'était plus facile d'aller à Rome qu'à Jérusalem, parce que le voyage était moins long, les routes étaient un peu plus sûres, et on pouvait espérer y arriver en vie et sans être détroussé. C'est plus simple de venir en pèlerinage à Rome, donc toutes les nations, tout le monde chrétien peut venir en pèlerinage à Rome,
plutôt que d'aller à Jérusalem. Absolument. Et donc, Rome est quand même plus proche que Jérusalem, mais imaginez arriver à Rome, évidemment c'est moins loin et moins différent que Jérusalem, mais vous arrivez quand même dans un endroit où vous ne parlez pas la langue, où vous avez peur d'être volé à tous les coins de rue, où vous avez besoin de secours d'un logement, vous avez besoin de secours pour votre santé si vous êtes malade, vous avez besoin de secours spirituels, et donc c'est tellement plus rassurant si vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui vient du même pays que vous, qui parle la même langue que vous et qui a créé un refuge, un endroit, un hospice, on disait à l'époque, pour pouvoir y loger. Et c'est donc pour ça qu'assez naturellement, alors que vers le 15e, 16e siècle se fixent à Rome des membres du clergé d'un peu toutes les nations pour travailler auprès du pape, donc ça crée des communautés. Ces ecclésiastiques importants viennent avec des familles, de gens qui sont à leur service, qui les aident, etc. Et dont les enfants vont ensuite rester à Rome et qui gardent un peu cette double appartenance. Je viens de France, je viens de Lorraine, je viens de Franche-Comté, mais je vis à Rome. Et donc on a ces communautés qui se créent et par ailleurs il y a des flux de pèlerins qui arrivent de l'origine. Et donc la rencontre de ces deux réalités fait qu'on veut avoir son église, on crée un patrimoine pour pouvoir aider les pèlerins, on crée un patrimoine pour avoir des revenus pour le louer, pour avoir des revenus pour entretenir ces églises et aider les pèlerins. Et donc il y a eu des fondations avec des grands personnages, des princes, des cardinaux, et évidemment les rois de France qui ont fait des dons pour pouvoir créer ces églises, créer ces bâtiments pour loger les pèlerins, et puis aussi des milliers, des centaines de milliers peut-être de petits dons de pèlerins qui se sont agrégés. Et ça se forme sous ces confraternités nationales, les Français, les Lorrains, les Bretons, les Franc-Comtois. Et ça a même été acté en quelque sorte par le pape Sixte IV qui, en 1478, a bullé. Il a fait une bulle papale par laquelle il crée l'archiconfrérie des Français à Rome. L'archiconfrérie de Saint-Louis, oui. C'est Saint-Louis spécifiquement ça? Oui, c'est Saint-Louis spécifiquement. Alors les dates exactes des bulles m'échappent, mais à l'époque, si on voulait créer une confrérie, eh bien, il fallait la faire approuver par le pape. Et donc toutes ces confréries, à partir de 1450, ont obtenu des bulles pour exister. Et elles obtenaient généralement la permission de créer une église ou la concession d'église qui existait déjà. C'est bien ça qui acte l'existence. Le début, c'est vraiment le début, oui. Oui. Souvent ça commence par exister probablement de fait. Oui. Une association un peu de fêtes de nationaux qui se retrouvent parce qu'ils viennent du même endroit et ils essayent d'organiser un peu le service de l'accueil des pèlerins qui arrivent. Ils sont contents de se retrouver entre eux. Et puis au bout d'un moment, ils veulent structurer les choses et là ils créent ce qu'on appelle dans le droit canonique de l'époque, le droit du pape, une confrérie. Donc évidemment, Saint-Louis des Français a été créé par les Français, très vite sous le patronage du roi de France, présidé par l'ambassadeur de France à Rome. Et à peu près dans la même période, il y a d'autres régions, on dirait aujourd'hui, nations, on dirait à l'époque, qui n'étaient pas en France. Et donc les Lorrains, les Franc-Comtois, les Bretons ont créé ces confréries nationales. Et nous, vu que la France s'unit, on en a 5, on garde nos 5. Tout à fait. Disons que dans les 5, il y en a 4 qui correspondent à ces confréries nationales autrefois. Et la Trinité des Monts, c'est un couvent qui a été fondé par le roi de France, Charles VIII, pour des religieux français, mais donc qui n'étaient pas là pour accueillir des pèlerins de passage, mais des religieux de l'ordre des Minimes, jusqu'à peu près la Révolution française, ensuite des Dames du Sacré-Cœur, et ensuite d'autres congrégations. Et aujourd'hui, c'est la communauté de l'Emmanuel qui fait vivre ce très beau lieu. Ah oui, la Trinité n'a pas le même objectif à la base. Non, la Trinité n'avait pas le même objectif. Qu'est-ce qui se passe à la Révolution? Parce que j'imagine qu'entre le 15e et le 18e siècle, fin 18e, au moment où la Révolution éclate, bon, ça se développe, qu'est-ce qui se passe? Ça se développe, ces confréries s'enrichissent, elles restent sous le patronage de l'ambassadeur, donc à l'époque du roi de France. Et puis arrive la Révolution française, la constitution civile du clergé, refusée par le pape, Pie VI, et une rupture totale des relations entre la France et le Saint-Siège, qui à l'époque, le pape a un État, c'est pas juste le Saint-Siège qu'on connaît aujourd'hui. Il possède vraiment la ville de Rome, il possède un État au centre de l'Italie. Par ailleurs, un certain nombre de gens, qu'on a appelés les émigrés, quittent la France et vont dans des pays voisins, mais vont en partie aussi à Rome. À ce moment-là, le dernier ambassadeur du roi de France à Rome, le cardinal de Bernis, et qui donc avait le patronage et la surveillance des différentes confréries, fondations dont on a parlé, décide d'utiliser les revenus qui étaient liés
à ces confréries qui avaient investi au fil des siècles les dons que leur faisaient les princes, les rois et puis les pèlerins normaux pour acheter des immeubles dont les locations rapportaient de l'argent. Ils décident d'utiliser cet argent pour aider les Français qui fuient la Révolution française et qui sont à Rome. Et à un moment, ils demandent au pape de statuer sur que deviennent ces fondations qui là, finalement, on ne sait plus très bien ce qu'elles sont. Et le pape décide, par un acte juridique, de les réunir en un seul organisme et de les confier à ce qu'il appelle un visiteur apostolique, c'est-à-dire dans le droit du pape de l'époque, une espèce de mandataire judiciaire qui, comme par hasard, n'est autre que le cardinal de Bernis. Et donc, pendant toute cette période, le cardinal de Bernis réunit toutes les fondations et puis les administre lui-même, notamment pour venir en secours aux Français qui avaient fui la Révolution française et qui étaient à Rome. Alors, il faut juste qu'on explique qu'est-ce qui choque le pape au moment de la Révolution. C'est la sécularisation des biens du clergé. Qu'est-ce qu'ils font nos révolutionnaires en France? Ils sont en train de confisquer tous les biens de l'Église. Le clergé retraite le bien qu'il a, par justice la nation l'aura. Oui, il y a eu 2 épisodes qui ont consommé la rupture avec le Saint-Siège. Le premier a été la nationalisation des biens du clergé, effectivement. Et le deuxième, c'est la constitution civile du clergé. Le clergé est mis sous le contrôle de l'État, ce qu'évidemment le pape ne pouvait pas accepter. Après ces 2 épisodes, la rupture est consommée, les relations diplomatiques sont rompues et le pape va, par le bref de 1793, donc créer les pieux établissements en réunissant les 5 fondations, mais il y a aussi Lorette dont on parlera après, et les administrateurs donc, de ces fondations sont démis et tout est confié au cardinal de Bernis qui se fait aider par un acolyte, l'abbé de Lestage. Est-ce que tu crois qu'ils avaient peur que les révolutionnaires arrivent à Rome? Le cardinal de Bernis en tout cas, est-ce qu'il voulait simplement accueillir ceux qui fuyaient ou est-ce qu'il voulait défendre la propriété aussi de... En 1793, je pense qu'ils n'avaient pas du tout peur à ce moment-là que les révolutionnaires arrivent à Rome, mais ils auraient pu avoir peur parce que les révolutionnaires ont fini par arriver à Rome. La Révolution française avec Napoléon finit par arriver à Rome en 1796, envahit, on l'a un peu oublié, mais quand même tout le nord de l'Italie. Donc en 1796, la France arrive à Rome et à ce moment-là conquiert l'État du pape. Et il y a en 1797 ce qu'on a appelé le traité de Tolentino, où la France récupère une partie des États du pape, qu'on a évidemment perdu ensuite. On voit bien que la France n'a plus de territoire en Italie, mais a cédé ses droits sur toutes les fondations françaises au pape, abandonne tous ses biens, tous ses droits sur les fondations françaises à Rome. Donc en 1793, le pape réunit tout ça et de facto fait main basse sur l'administration pour aider des Français réfugiés à Rome. En 1797, c'est consommé, toutes ces fondations ne sont plus françaises, elles appartiennent au pape. Et après, la France ne va avoir de cesse que d'essayer de les récupérer. Elle va essayer après 1801, il y a le Concordat, on se réconcilie avec le pape. Après 1804, nouvel épisode où on essaye de faire valoir nos droits sur les fondations. Et puis après la chute de Napoléon en 1816. Et à 3 reprises, le Saint-Siège va d'ailleurs accepter, à condition d'en respecter la nature religieuse et les volontés des fondateurs initiaux qui avaient été de créer des églises au service des pèlerins et au service du rayonnement de la France. En 1816, le premier ambassadeur de Louis XVIII, on est au début de la Restauration, Napoléon est tombé, le comte de Blacas, dont vous pouvez voir le nom sur l'escalier de la Trinité des Monts, qui est réinstallé comme couvent français, eh bien il prend une ordonnance, un acte juridique pour réglementer ces pieux établissements. Ils conservent leurs réunions, comme avait fait le pape Pie VI, mais c'est la France, l'administrateur de France auprès du Saint-Siège, qui reprend la présidence de l'administration. Et c'est sous ce régime, qui a été modifié maintes et maintes fois, la dernière fois en 1956, que nous vivons encore. Pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Lorette? Alors Lorette, c'est une autre fondation qui a été faite par un cardinal français, le cardinal de Joyeuse, qui a donné des biens pour qu'on crée une installation française à Lorette avec des prêtres pour prier pour lui d'abord et pour sa famille, mais aussi pour accueillir des pèlerins français qui venaient à Lorette. Alors pourquoi les pèlerins venaient à Lorette? Parce qu'à l'époque, Lorette, c'était le Lourdes que nous connaissons aujourd'hui. C'était le principal pèlerinage marial de la chrétienté. Et pourquoi?
Parce que vers la fin des croisades, je ne sais pas exactement quand, les Européens avaient rapporté ce qui, selon la tradition, était la maison de Marie à Nazareth, la maison où avait eu lieu l'Annonciation, la maison où aurait grandi Marie enfant. Et alors cette maison était construite contre une espèce de caverne d'anfractuosité dans une petite montagne. Et donc il y avait 3 murs autour de cette grotte. Et donc ils ont pris les 3 murs et ils les auraient transportés à Lorette. Et à Lorette se construit un magnifique écrin baroque pour accueillir cette relique ainsi, une énorme basilique autour, fortifiée et tout. Et toute la chrétienté vient à Lorette, dont beaucoup de Français. Il y a des pages de Michel de Montaigne qui racontent son pèlerinage à Lorette. Et donc c'est un lieu où des pèlerins français, comme à Rome, comme à Saint-Jacques-de-Compostelle, comme à Jérusalem, sont présents. D'où cette logique de fondation pour avoir un lieu pour accueillir les pèlerins français à Lorette. Et bien encore aujourd'hui, du coup, les Pieux établissements comportent un établissement à Lorette. D'ailleurs, il y a à l'intérieur de la basilique pas du tout française, mais à l'intérieur de la basilique, il y a une chapelle française qui est dédiée à la France. Je suis hyper curieuse de ce truc. Tu l'as vu toi? Oui, oui, tout à fait. Alors tout a été refait au 19e. Malheureusement, la basilique est ancienne, elle est très belle, mais il y a eu un problème sur les décors et les fresques qui se sont, j'ai l'impression, désagrégés à un moment au fin 19e, début 20e. Donc c'est assez surprenant parce que le bâtiment est très ancien et à l'intérieur, la décoration a été refaite au fur et à mesure qu'on trouvait des financements, fin 19e et une bonne partie du 20e. Et au milieu, on voit une espèce de grand reliquaire baroque, sculpté absolument magnifique, qui enchâsse, mais qui est énorme, les 3 murs de la maison de Marie, selon la tradition, à Nazareth. Nos pieux établissements, quels sont les 3, je crois, objectifs de la Fondation? Alors, je dirais qu'il y a 4 finalités à ces fondations. La première, ce sont des églises. Donc, elles servent à faire vivre ces églises. Il y a un clergé, il y a des offices, il y a une vie pastorale, il y a des communautés. Voilà. La deuxième, accueillir et aider les pèlerins. Elles ont été vraiment fondées pour ça au départ. Il y a au sein de la Trinité des Monts une maison qui accueille des pèlerins qui peuvent y loger. Et il y a dans les différentes églises un dévouement particulier des personnes qui travaillent dans ces pieux établissements pour aider les pèlerins. Évidemment, faire un pèlerinage à Rome en 2026, c'est plus tout à fait la même chose qu'en 1490, mais quand même, ça peut être aussi une aide financière. L'an dernier, pendant le jubilé, beaucoup de pèlerins, pour pouvoir faire le pèlerinage du jubilé, ont été aidés financièrement par les pieux établissements à travers les agences qui organisaient ces pèlerinages. Ensuite, les pieux établissements ont une action sociale, plus largement. Ils essayent d'utiliser une partie de leurs revenus pour aider des personnes à Rome, françaises ou non françaises. Alors via Caritas Rome, via d'autres associations, via des choses qu'ils organisent en propre. Après, il y a une action de rayonnement particulière, culturelle. Les pieux établissements ont depuis toujours commissionné des œuvres d'art de la première importance. C'est grâce à cette vocation que les églises aujourd'hui accueillent des Caravages, accueillent des fresques exceptionnelles, etc. Et donc ils font vivre ces œuvres, cet héritage qu'ils ont, et ils continuent à essayer d'apporter leur pierre au rayonnement de la culture française en Italie. Alors ça peut passer par bien des choses, par des œuvres, par des concerts, par des colloques, voilà. Tout ça avec une dimension spécialement spirituelle, puisque c'est avant tout une réalité ecclésiale. Okay. Et le statut hyper singulier qui fait que c'est la chose unique en son genre dans tout ce qu'on peut connaître, c'est que c'est une fondation française, oui, qui possède des biens sur le sol italien, oui, tout à fait, mais qui donne des comptes puisqu'elle dépend de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, donc oui, un peu au Vatican. Est-ce que vous êtes bien les juristes au niveau du tirage de cheveux? Oui, oui, tout à fait. Alors c'est une institution, on dit souvent unique en son genre, sui generis en latin. Un unicum, comme disent les Italiens. Maintenant, voilà, il est clair que c'est une institution qui est sur le sol italien, c'est le droit italien qui s'applique. Elle est liée au Saint-Siège parce que
ce sont des églises avec une réalité ecclésiale. Et nous avons hérité de l'histoire une forme de surveillance, d'association avec l'ambassade de France près le Saint-Siège. Alors l'État est laïque, il ne s'occupe absolument pas des aspects religieux. En revanche, il peut aider, surveiller pour la bonne gestion de cette fondation. Donc 3 pays impliqués. 3 pays impliqués. Bravo. Et tu disais, la République est laïque, on est d'accord, Oui. française. Donc elle ne vient pas s'occuper de la gestion des églises. Elle ne peut pas s'occuper de la partie religieuse, de la partie du service religieux. Non seulement pas elle, mais en plus, au sein de l'administration, de la structure des pieux établissements, chaque église a un recteur, qui est un peu l'équivalent d'un curé et qui a la charge de la pastorale dans son église. Le rôle de l'ambassade pour aider et surveiller la gestion des pieux établissements, c'est un dialogue avec l'administrateur sur la partie gestion. Il n'a pas de rôle dans l'administration d'un service religieux à l'intérieur des églises. Et alors, on ne peut pas dire combien de biens ça comprend? Si, souvent les pieux établissements parfois génèrent un peu de fantasmes comme ça, et on dit ah mais on ne peut pas le dire, etc. Mais si, on peut le dire et c'est d'ailleurs publié et il n'y a pas de difficulté. Donc les pieux établissements possèdent ces 5 églises dont on a parlé et ils ont à côté des immeubles, 13 immeubles dans le centre de Rome, dont les loyers financent l'entretien des églises, l'entretien du clergé, les restaurations, les actions sociales, les actions culturelles et puis la rénovation aussi de ce patrimoine locatif. Tout ça fait l'objet d'une gestion avec des organes de gestion, dont un organe collégial qui s'appelle la congrégation générale, un terme un peu ancien, voilà, mais qui est un organe collégial pour aider à la gestion de l'établissement. Et par exemple, quand il y a des appartements à louer, ils sont publiés sur un site imopef.com et donc on voit l'appartement qui est à louer avec le loyer, et on peut candidater et tout le monde peut candidater pour être locataire des pieux établissements et la loi italienne s'applique pour ces appartements comme pour tous les autres appartements de Rome. Même si on n'est pas chrétien et même si on ne va pas à la messe ou je ne sais quoi, on peut complètement louer. Ah oui, tout à fait. Sur le site, s'il y a une annonce de location. Ah, les locations se font selon le droit commun. Est-ce que c'est moins cher? Non, c'est le prix du marché? Oui, c'est le prix du marché. Il peut y avoir quelques appartements qui servent à une action sociale. Donc si vous avez une personne handicapée ou qui a des problèmes de revenus particuliers, voilà, il a pu y avoir des attributions au titre d'une aide à une personne particulière, mais justifiée. Mais sinon, tous les appartements sont loués selon le prix du marché. Et est-ce que la fondation a le droit d'en vendre? Ah, c'est une bonne question. Oui. Théoriquement, c'est pas impossible. Maintenant, la bonne gestion de ce type de fondation consiste en principe à garder les biens qui produisent des revenus pour réaliser l'objectif qui est le sien. Donc c'est pas impossible, mais ça n'est a priori pas l'optique. Et la fondation, elle a son propre administrateur? Tout à fait. Et si l'administrateur, il dit « Oh ben tiens, je vais vendre un Caravage de Saint-Louis », ce qui n'a aucun sens, je le sais. Oui. Mais il a le droit de le faire? Non, il n'a pas le droit. Toutes les œuvres d'art sont incessibles. Okay. Ce sont les règles de la fondation. Et la France ne peut pas lui demander de vendre je ne sais quoi d'autre ou de... Voilà. Un Caravage, non. Un Caravage, non. Un Caravage, non. J'ai une question par rapport au Caravage, vite fait, Ouais. qu'on a eu un peu parce que le cardinal Cointrel voulait décorer sa chapelle. Je l'ai raconté cette histoire par ailleurs dans une autre vidéo. Mais donc, par chance, on les a eus, ces Caravages. Le fait qu'ils aient été accrochés comme ça là, dans l'église qui se trouve être possession française, fait qu'ils sont à nous et l'Italie ne conteste pas, personne ne nous conteste la propriété de ces Caravages. Ah oui, non, personne ne la conteste, c'est pas tellement un hasard, parce que le cardinal Cointrel était français, et donc il était logique qu'il utilise une chapelle de l'église française pour s'y faire enterrer, comme on le faisait à l'époque quand on était déo dignitaire, et donc que des œuvres soient commissionnées pour sa chapelle. Alors après, là où il y a eu une forme de hasard, de destin, de goût, de vision, c'est que les commanditaires qui ont exécuté les volontés pour créer la chapelle ont choisi de les commander à Caravage, et dans les archives des pieux établissements, il y a encore les lettres de commande de ces tableaux, et maintenant ils y sont et ils appartiennent à l'organisme qui gère l'église, donc les pieux établissements. Mais c'est quand même comme avoir la rue de la Paix avec un hôtel au Monopoly, quoi. Qu'est-ce qui est le plus cher aujourd'hui, les Caravages ou le bâtiment?
ça. Je pense le bâtiment quand même, mais il y a aussi des modes de l'histoire, hein, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, me disait l'administrateur, ce que tout le monde venait voir à Saint-Louis, ce n'était pas les Caravages, c'était les fresques de Sainte-Cécile, qui étaient vraiment considérées comme le nec plus ultra de l'art à Rome. Et maintenant, les gens passent devant ces fresques et s'y arrêtent à peine et se précipitent sur la chapelle où il y a les 3 Caravages. Et demain, que sera-ce, je ne sais pas. Ah oui, c'est intéressant. Et pour les Bretons, elle a été brûlée? Oui, les Bretons avaient, je pense, une des plus anciennes, voire la plus ancienne des confréries. Donc l'église était très ancienne, il y a eu un projet de la rénover, elle avait besoin d'être rénovée au 19e siècle et en réalité elle n'avait pas été assez entretenue. Et au moment où on a voulu la rénover, des bouts de structure ont commencé à céder et on n'a pas eu d'autre choix qu'à l'époque de la détruire, de la battre et de reconstruire une église qui est donc la plus récente en réalité puisqu'elle est du 19e. La plus ancienne confrérie mais pour l'église la plus récente. Toutes les églises ont un recteur, toutes les églises ont une activité, une pastorale et on essaye de les ouvrir le plus possible. Et il y a aussi des chantiers réguliers de restauration pour qu'elles soient bien entretenues, qu'elles fassent honneur à la France à Rome. Et alors, qu'est-ce qui a été fait par les Pieux récemment? On sort d'une année jubilaire, alors il y a vraiment eu une rénovation complète de Saint-André et Saint-Claude des Francs-Comtois de Bourgogne avec l'accueil d'un reliquaire de Charles de Foucauld qui a une histoire liée à cette église. Donc ça, je vous conseille d'aller le voir. Il y a eu des projets remarquables pour créer un terrain de sport dans la banlieue de Rome avec une œuvre d'art créée sur le terrain de sport pour que les habitants du quartier puissent le voir. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle une machine, les 40 heures, qui a été redécouverte et qui sont alors des immenses scénographies de bougies considérables qui avaient été créées pour Saint-Louis les Français, qui avaient été complètement oubliées, qui ont été complètement restaurées et recréées avec des bougies électriques pour à la fois respecter le monument et en même temps pouvoir recréer cette ambiance de prière. Enfin voilà, le jubilé est une manifestation religieuse et donc tout ça a été géré par les pieux établissements, mais je crois que tout ce qu'ils ont fait pendant cette année était une marque de leur dynamisme. Même si elle n'est pas connue, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, elle ne s'impose pas d'elle-même cette fondation. Quand on arrive à Rome, on ne se dit pas « Waouh, je vais aller voir les 5 églises françaises gérées par les pieux établissements ». Mais quoi? Eh bien, il faut la faire connaître et qu'on essaye qu'à travers notamment Saint-Louis les Français et la Trinité des Monts, qui sont quand même très connus, les gens puissent découvrir l'existence de cette réalité française, des 3 autres églises qui sont derrière, de Lorette, et puis de tout ce qu'ils proposent aux pèlerins, aux Français, et à toute personne qui passe à Rome dans ces églises comme activité. Merci beaucoup Louis. Merci à toi Séverine. Tu te rends compte.